14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Maëlys, tu es une fille exceptionnelle. Tu nous laisses un grand vide. Tes sourires, tes blagues nous manquent. Tous les quatre, nous formons une famille heureuse. Nous comptions bien continuer à vivre pleinement ce bonheur. Mais ce tueur d'enfants a anéanti notre avenir. Bonjour, 4 ans que la petite Maëlys des Arrojo a été tuée. C'était aux premières heures du dimanche 27 août 2017 et malgré le temps écoulé, le visage souriant de cette fillette de 9 ans hante toujours la chronique criminelle, intimement liée à un autre visage, celui d'un homme de 34 ans qui a reconnu être son bourreau, le maître chien Nordal Lelandais. L'enquête est désormais terminée. Lelandais comparaîtra au mois de janvier et février 2022 pour répondre de ce meurtre devant une cour d'assises. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais ce puzzle demeure obstinément incomplet. 4 ans après, on ignore toujours pourquoi Nordal Lelandais a jeté son dévolu sur cet enfant. Pourquoi celle-ci l'avait attiré au point qu'il ne l'emporte dans sa voiture et commette l'irréparable. Peut-être Nordal Lelandais s'expliquera dans le détail lors de son procès. Le fait est que 4 ans après, les circonstances de la mort de Maëlys demeurent drapées de mystère, frappées d'interrogations persistantes. C'est le fil de cette enquête au long cours, l'enquête Maëlys, que nous allons donc remonter aujourd'hui. 14h30, 15h30, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Maëlys à la recherche de la vérité. Fin août 2017, la petite fille de 9 ans assiste avec ses parents à une fête de mariage dans un village de l'Isère. En une poignée de minutes, elle va disparaître. À l'aube de ce dimanche 27 août 2017, la cérémonie bat son plein dans la salle des fêtes de la petite commune de Pont-de-Beauvoisin, une commune de l'Isère à une 50aine de kilomètres au nord de Grenoble. Le local est noyé de musique. 180 personnes, des adultes, des personnes âgées, des enfants aussi, célèbrent le mariage d'Anne-Laure et de Eddy. Le jeune couple a uni son destin quelques heures plus tôt à l'église de Saint-Jean d'Avlannes, une localité toute proche. Jennifer et Joachim des Arrojo, des cousins, ont été invités à la noce. Ils ont fait 240 km par la route depuis Mignot-Villars, un village du Jura. Ils y vivent depuis 2 ans. Jennifer est infirmière à l'hôpital de Pontarlier. Le couple a emmené avec eux leurs 2 filles, Colline, 12 ans, et Maëlys, la cadette, 9 ans. La fillette est habillée d'une robe blanche, un physique menu, la peau mate, cheveux châtains et yeux marrons. Elle doit faire dans quelques jours sa rentrée en classe de CM1. Aux alentours de 3h du matin, le DJ diffuse au moins 2 chansons que Maëlys aime généralement reprendre en chœur et sur lesquelles elle danse. Sa mère ne l'aperçoit pas et commence à la chercher discrètement. La babysitter embauchée pour s'occuper des enfants est partie à 1h30. La dernière personne à avoir vu Maëlys est sa grand-mère qui lui a demandé si elle s'amusait bien. Vers 3h15, sa mère, Jennifer des Arrojo, de plus en plus inquiète, emprunte le micro du DJ et signale la disparition d'une petite fille prénommée Maëlys. Dans la salle polyvalente, la fête de mariage s'interrompt et fait place aux premières recherches. Les convives font le tour des tables, d'autres se retrouvent sur le parking, certains lancent des appels dans le bois qui jouxte la salle communale. Pas de traces de l'enfant. À 3h50, les parents décident d'appeler la brigade de gendarmerie. Une patrouille est rapidement sur place et recueille les premiers renseignements. Les enquêteurs perçoivent tout de suite la gravité de l'affaire. Impossible que cette petite fille, qui ne voulait pas dormir et souhaitait s'amuser comme les grands, ait quitté d'elle-même la salle des fêtes. Peu probable non plus qu'elle ait suivi de son plein gré une personne étrangère. Hormis sa famille, elle ne connaît personne parmi tous ses invités. Des renforts de gendarmerie affluent au pont de Beauvoisin. Un hélicoptère est envoyé jusqu'à Mignot-Villars, le village où vit la famille des Arrojo, pour récupérer la tête d'oreiller de Maëlys. Celle-ci va permettre de guider un chien Saint-Hubert dans le périmètre de la salle des
des fêtes. Les 180 convives sont en partie regroupés à la mairie. Les identités sont relevées et certaines personnes commencent à être entendues. Les véhicules stationnés sur le parking et aux alentours sont fouillés. Les photos prises lors du mariage ainsi que le vidéo saisies toute la journée. Une centaine de gendarmes et 6 maîtres chiens appuyés par un hélicoptère ratissent le secteur et sondent le Guiers, la rivière locale. Le lendemain, lundi 28 août, des spéléologues examinent des cavités rocheuses dans lesquelles l'enfant aurait pu faire une chute sans résultat. Si Maëlys avait eu un accident, on l'aurait trouvé, indique un enquêteur. Les gendarmes ne croient pas à une fugue et pensent plutôt à un enlèvement. Ils excluent une histoire familiale. Le couple des Arrojo s'entend bien et il n'a jamais eu de problème avec quiconque. Le maire de Pont-de-Beauvoisin se dit abasourdi. « Un enfant, ça ne se vole pas », confie-t-il au journal Le Parisien. J'espère qu'on retrouvera Maëlys vivante. Dans les jours qui suivent, les maisons des alentours sont perquisitionnées. Les enquêteurs s'intéressent plus précisément au domicile du gardien de la salle des fêtes, un petit chalet en bois. Pascal, le gardien, voit débouler chez lui des gendarmes qui fouillent les moindres recoins. Ils inspectent également ses 2 voitures. Bien malgré lui, le gardien a le sentiment d'être un suspect. Les noms des 180 invités au mariage et les 110 supplémentaires qui se trouvaient à l'apéritif sont comparés à ceux figurant dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Ils ont la surprise de noter qu'une dizaine de personnes invitées au mariage y figurent. Mais aucune d'entre elles ne peut être reliée à la disparition de la petite Maëlys. Maëlys reste introuvable, mais un fichier, un seul, et toute une série de témoignages vont faire surgir une silhouette qui se trouvait à la fête. Un homme qui n'y était pas invité, mais que de nombreux convives ont remarqué. Un dénommé Nordal Lelandais. Les gendarmes passent en revue les quelques 250 auditions libres recueillies auprès des convives du mariage et de voisins de la salle des fêtes. Ils sont intrigués par une contradiction flagrante entre certaines déclarations. Un dénommé Nordal Lelandais, 34 ans, qui habite la commune de Domsaint, à 5 minutes en voiture du pont de Beauvoisin, indique qu'il ne connaît pas la petite Maëlys alors que des témoins affirment qu'il a passé du temps à discuter avec elle. Il est présenté comme l'homme au chien, car il voue une grande passion à ses animaux et a été maître chien par le passé. Le Landais n'était pas sur la liste officielle des invités, mais il avait insisté pour être au banquet. Il avait convaincu pour cela Eddy, le marié, une connaissance, de le convier à la fin de la fête. Un autre témoin affirme avoir été étonné, dans les heures suivant la disparition, que le Landais reste tranquillement installé dans un café voisin sans chercher à s'informer de l'avancée des recherches. Même étonnement chez la mère de Maëlys, qui avait vu cet homme converser avec sa fille. Elle avait constaté qu'il lui montrait des photos de chiens sur son téléphone portable. Juste après la disparition, elle l'avait croisé alors qu'il revenait du parking. Elle lui avait demandé s'il avait vu sa fille. Il avait répondu non, sans poser la moindre question. Dans ses déclarations, Nordal Lelandais affirme qu'il n'a pas quitté la salle communale de la soirée, alors que des témoins disent l'avoir vu s'absenter. Le profil de Nordal Lelandais intéresse les gendarmes. Il apparaît que l'individu, longtemps intérimaire et désormais sans emploi, figure dans un fichier de police pour dégradation et détention de stupéfiants. C'est un consommateur de cocaïne et il joue aussi les petits dealers. Dès le 29 août, soit 2 jours après la disparition, son véhicule, une Audi A3, est inspecté. Mais les chiens renifleurs qui montent à bord du véhicule sont aussitôt pris de malaise. L'habitat a été récuré avec de puissants produits détergents. Le dimanche 27 août, aux alentours de 17h, le propriétaire a passé 2h17, la vidéosurveillance de la station de lavage l'atteste, à nettoyer l'Audi dans ses moindres recoins. Il avait prévu de la vendre le surlendemain. L'acquéreur potentiel a confirmé, indique alors maître Bernard Méraud, son avocat de l'époque. Les enquêteurs continuent à tourner autour de Lelandais. L'examen de la téléphonie permet de penser que son portable a été coupé dans un laps de temps qui correspond à celui de la disparition de Maëlys. Le 31 août, Lelandais est placé en garde à vue, mais il a réponse à tout. Il dément toute implication dans ce rapt. L'interrogatoire ne dure que quelques heures. Il ressort libre, mais se sent à présent surveillé. Il se plaint
d'être considéré comme un suspect. Le 3 septembre au matin, il appelle lui-même la police pour dire qu'il est menacé et en danger à cause de toute cette histoire. Des personnes chercheraient à le tuer. Nordahl-Lelandais ne va pas endosser très longtemps son costume de bouc émissaire. Ce même 3 septembre, les gendarmes viennent l'interpeller chez lui et le placent à nouveau en garde à vue. Avec le juge, ils estiment que le faisceau de présomption n'a cessé de s'étoffer. Intrigués par le nettoyage appuyé de l'Audi, ils ont rapatrié celle-ci jusqu'à Pontoise, dans le Val d'Oise, pour qu'il soit examiné par les spécialistes de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie, l'IRCGN. Une trace discrète de l'ADN de Maëlys a été ainsi découverte sur le commutateur d'éclairage des phares, côté conducteur. Le Landais reconnaît que Maëlys est monté brièvement à bord de la voiture, accompagné d'un petit garçon blond. Les enfants voulaient voir si un chien se trouvait dans le coffre. Voilà pourquoi, dit-il, cette trace ADN a été retrouvée. Le petit garçon blond est recherché, mais il est établi qu'il n'existe pas. Encore interrogé sur des traces de griffures sur un bras et sur un genou, le Landais déclare qu'il s'est écorché en taillant ses framboisiers. Interrogé, sa mère indique qu'il ne jardinait jamais. L'ex-maître chien nie, mais il est mis en examen pour enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de mineurs de moins de 15 ans. Les recherches pour retrouver Maëlys ne s'arrêtent pas avec cette interpellation. Elles vont au contraire s'intensifier, tout comme les auditions d'un mis en examen qui reste sur ses positions. Il n'a absolument rien à voir avec cette histoire de disparition. Les proches de Nordahl-Lelandais ne peuvent pas croire une seconde qu'il soit derrière la disparition d'une petite fille. Le garçon est certes mythomane, m'as-tu vu, petit dealer de coke à ses heures perdues, dragueur insistant, mais il ne s'en serait jamais pris à Maëlys. Les enfants qui le connaissent n'ont-ils pas l'habitude de le surnommer tonton Nono? Il est innocent à 100%, affirme Sven, son frère cadet. Christiane, sa mère, est en colère. Mon fils n'est pas un monstre, il adore les enfants, notamment sa petite filleule qui s'appelle aussi Maëlys. Une mère qui indique que son fils ne serait autre qu'un nouveau Patrick Dils. Dils, condamné puis acquitté pour le meurtre de 2 enfants à Montigny-les-Metz. D'autres témoignages ne livrent pas vraiment la même tonalité. Des ex-petits amis décrivent un homme violent, menteur, manipulateur, en proie à des colères soudaines. On le décrit encore comme instable, imprévisible. En 2008, il a été condamné à 1 an de prison ferme pour avoir effectivement incendié un restaurant de Paladru dans l'Isère, peine purgée sous bracelet électronique. Le voilà désormais placé au quartier d'isolement de la prison de Saint-Quentin-Fallavier. Il ne quitte sa cellule que pour se rendre aux convocations chez le juge d'instruction. Malgré les recherches qui n'ont jamais cessé, Maëlys demeure introuvable et le Landais reste muet. Les enquêteurs affinent toutefois le scénario de la soirée de mariage. Des témoins l'ont vu sortir de la salle communale. Après avoir affirmé qu'il n'était jamais sorti, il admet 2 absences. L'une pour aller chercher un peu de cocaïne, une autre pour faire un aller-retour rapide en voiture jusque chez lui à Domsaint pour se changer. Il avait renversé un verre de vin rouge sur son Bermuda. Un short dont il s'est débarrassé en le jetant dans une benne à ordures. Il explique qu'il ne voulait pas que sa mère retrouve ce vêtement. Elle se serait inquiétée de voir son fils conduire sous l'emprise de l'alcool. Nordahl-Lelandais semble avoir réponse à tout et a l'intelligence de s'adapter aux questions des enquêteurs. Il apparaît comme un homme solide qui répète qu'il n'a rien à se reprocher. Il tient bon jusqu'à ce qu'une autre affaire le rattrape. La disparition et la mort du caporal Arthur Noyer. Le 18 décembre 2017, il est placé en garde à vue, 36 heures d'audition, il dément, puis reconnaît avoir pris en stop le militaire, puis s'être bagarré avec lui. Une mort par accident, premier aveu qui va peser lourd dans la suite de l'enquête Maëlys. Nordahl-Lelandais ne va plus longtemps résister à la pression qui s'accumule sur ses épaules. La prison, l'affaire Arthur Noyer, des questions sur d'autres disparitions, les indices qui s'accumulent dans le dossier Maëlys. Il va alors faire un aveu capital. Ce mercredi 14 février 2018, Nordahl-Lelandais est extrait de sa cellule à 7h45 pour se rendre dans le cabinet des 2 juges en charge de l'affaire. Il a demandé à voir les magistrats pour s'expliquer. Quelque temps auparavant, les gendarmes ont fini par détecter une infime tache de sang de Maëlys dans son véhicule. Le plus lourd des indices,
suffisant pour le faire craquer. Le Landais raconte qu'il a tué involontairement Maëlys, par accident dit-il, et qu'il s'est débarrassé du corps dans le massif de la Chartreuse. Il est prêt à conduire les gendarmes à l'endroit où il a déposé la dépouille, dans les bois d'Attigna-Oncein. Malgré la neige et l'escarpement du terrain, les chiens finissent par marquer l'arrêt après presque une journée entière de recherche. Les enquêteurs mettent à jour un crâne et un ossement de la petite fille. Il est encore découvert sur place quelques effets de la fillette. Ce soir, les parents de Maëlys savent que leur fille est morte, qu'elle a été tuée, indique le procureur de Grenoble, Jean-Yves Coquillat. Le Landais a conduit les gendarmes là où se trouvait Maëlys, mais pour raconter le scénario du crime, il souhaite prendre son temps. 2 mois plus tard, le Landais est à nouveau entendu. Il explique avoir donné une gifle à Maëlys alors qu'elle était montée dans sa voiture. C'est selon lui ce coup qui aurait provoqué la mort de la petite fille. Lors d'une reconstitution, il surprendra les enquêteurs en portant des coups répétés d'une grande violence du revers de la main sur un mannequin censé représenter l'enfant. Une explication qui ne cadre pas avec les résultats de l'autopsie. Les légistes ont établi que Maëlys portait plusieurs fractures au niveau du crâne et de la mâchoire, résultat de coups portés avant la mort de l'enfant, mais aucune de ces fractures n'aurait été mortelle. Impossible pour les experts de déterminer si la petite fille avait subi des violences sexuelles. Ses effets personnels retrouvés dans le massif de la Chartreuse étaient trop dégradés pour pouvoir livrer des indices formels. Le Landais raconte qu'il s'est débarrassé du corps en 2 temps. Il l'a tout d'abord déposé à proximité d'une voie ferrée, non loin de la maison de sa mère, à Domsaint, puis est revenu au mariage, et enfin, dans les heures suivantes, il a transporté la dépouille jusque dans ce coin de montagne qu'il connaissait. Nordal le Landais avait-il des penchants pédophiles, ce qui expliquerait son attrait pour Maëlys? Après les aveux, l'enquête va se focaliser sur cette question et faire surgir une foule d'éléments intrigants et peut-être accablants pour le maître chien. Fin 2018, un détenu de la prison de Saint-Quentin-Fallavier rapporte devant les juges d'instruction de l'affaire Maëlys que le prisonnier Nordal le Landais lui a expliqué comment il avait violé la petite fille puis l'avait violemment frappée pour l'empêcher de se débattre. Les soupçons de pédophilie vont dès lors se multiplier. Les gendarmes exhument des vidéos d'agressions sexuelles commises par l'intéressé sur 2 enfants, 2 petites cousines, âgées de 6 à 4 ans. La dernière copine du maître chien s'était, elle, étonnée dans un SMS que celui-ci regarde des films porno sur les enfants. Il est établi que le Landais était un consommateur assidu 2 à 3 heures par jour de sites pédopornographiques, des sites qui donnent accès à des images d'enfants de 3 à 10 ans. Interrogé sur ce point, l'ancien maître chien dément avoir regardé de telles images. Il ne s'intéressait, dit-il, qu'aux filles ayant minimum 18 ans. À propos de Maëlys, il ne reconnaît pas le moindre attouchement. Dans le réquisitoire définitif rendu 3 ans et demi après l'instruction, la justice ne peut pas conclure au viol de la petite Maëlys, faute de charges suffisantes, est-il mentionné. Le parquet souligne toutefois un faisceau d'indices indiquant que le Landais, attiré par les hommes et les femmes, pourrait l'être aussi par les enfants. Il est ainsi indiqué: le contexte d'attirance sexuelle pour les petites filles, le diagnostic de pédophilie, la consultation régulière et répétée de sites pédopornographiques sont autant d'éléments qui permettent d'envisager que les faits aient pu se dérouler concomitamment à des infractions de nature sexuelle à l'encontre de Maëlys. En clair, il est établi que sans doute Nordal le Landais est peut-être pédophile. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.